député européen UMP, spécialiste des questions de défense et de terrorisme, et il est votre invité Maxime pour l'interview politique d'Europe Weekend. Bonjour Arnaud Danjean. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous ce matin. On a voulu vous inviter évidemment après ce qui s'est passé hier et cette nuit au Danemark. Je rappelle la toute dernière information qu'on donnait dans le journal de 8h. La police de Copenhague pense avoir abattu l'auteur des 2 attaques qui ont fait 2 morts hier et cette nuit. Arnaud Danjean, vous qui connaissez très bien ces questions-là, pour vous, est-ce que c'est une surprise que le Danemark soit ciblé ? Non, je comprends l'émotion que ça provoque, à l'instar de ce que les attentats de Paris avaient pu provoquer. Seulement, à y regarder de plus près, le Danemark est confronté quand même depuis des années et des années à des tensions fortes. C'est un pays qui est très actif dans la lutte antiterroriste. Militairement, il s'est engagé dans chaque coalition, que ce soit en Afghanistan, où il a eu de lourdes pertes, ou comme actuellement, contre l'État islamique. Le Danemark est un des rares pays européens à conduire des frappes en Irak. Le Danemark est aussi un pays qui comprend une forte communauté musulmane, au sein de laquelle il y a des éléments radicalisés. On estime à plus d'une centaine le nombre de ressortissants danois, dont certains convertis, qui ont mené des attentats kamikazes, qui sont partis en Irak-Syrie. Donc, j'allais dire, le Danemark se sait exposé depuis longtemps. L'histoire des caricatures en 2005, dès 2005, avait révélé ces tensions. Voilà, encore une fois, l'émotion est tout à fait légitime et compréhensible, mais quand on analyse bien le phénomène, c'est tout sauf une surprise. Je voulais qu'on fasse un détour par Copenhague ce matin. Bonjour Klaus Krag. Bonjour. Vous êtes journaliste danois, vous travaillez pour le Mandag Morgen. Simplement, quelles sont les toutes dernières informations que vous avez ? La police pense avoir abattu l'auteur des 2 attaques, c'est ça ? Oui. Il pense que c'est bien l'auteur de l'attaque hier après-midi et cette nuit à la synagogue de Copenhague. Et c'est un peu après 5 heures ce matin que la police, ils ont eu un appartement, une adresse en surveillance depuis hier après-midi. Et ça veut dire que cette personne-là, le suspect, est revenu à son adresse. Et quand la police, ils ont appelé le monsieur et il a commencé à tirer sur les policiers et il a été tué par la police, quoi. Et maintenant. Une question, Klaus Krag, pardon, sur l'atmosphère qui règne depuis hier à Copenhague. Est-ce que les Danois vivaient ces derniers temps avec cette menace terroriste en tête ? Oui, je pense. Moi, j'habite moi-même à Nørrebro et je suis sorti avec le chien un peu avant minuit. Et il y avait toutes les jeunes qui font la fête dans ce quartier. C'était la même chose, quoi. C'est comme tous les autres jours. Ça veut dire que les Danois, ça fait des années qu'on sait qu'il y a une menace qui part d'une certaine manière de cette affaire des caricatures. On sait qu'il y a des éléments radicalisés mais je pense pas que c'est pas quelque chose qui fait que les Danois ils changent leur mode de vie, quoi. Et les jeunes Danois ne changent rien à leurs habitudes, c'est ce que vous avez dit. Merci beaucoup Klaus Krag d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Arnaud Danjean, je reviens vers vous. Cette menace au Danemark, est-ce qu'elle est similaire à ce qu'on a vécu ces derniers temps en France ? Est-ce que c'est une menace intérieur de type frère Kouachi, Amélie Coulibaly? Absolument, mais qu'on a connu en France, qu'on a connu en Belgique, qu'on connaît au Royaume-Uni. Au sein de la communauté musulmane danoise, il y a des éléments très radicalisés. Il y a déjà eu des tensions, des polémiques autour d'une mosquée dans la 2e ville du Danemark où il y a des prêches visiblement incitant au djihad. Donc, encore une fois, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui est sous surveillance depuis de nombreuses années. Et c'est malheureusement des scénarios sur lesquels la prise est difficile parce que c'est sans doute un individu. Moi, je n'emploierai jamais l'expression de loup solitaire, évidemment. Oui, c'est un individu qui passe à l'acte. C'est sans doute plus du terrorisme qu'on pourrait appeler d'opportunité, parce que cette manifestation qu'il a prise pour cible n'était pas quelque chose de prévu depuis des mois. C'était suite aux attentats de Paris, donc ça a 2-3 semaines de planification. Donc, ce n'est pas un attentat massif planifié donc avec une lourde logistique, mais ils cherchent l'occasion. Ils sont prêts pour ça. Et c'est ce qu'on avait vu également, notamment à Bruxelles avec l'attentat contre le musée juif. Donc, vous voyez, France, Belgique, le Royaume-Uni avait été touché avant nous. Oui, c'est un
type de mode opératoire avec des individus qui ont des profils assez similaires. Alors vous dites que ça ne semble pas, en tout cas, on va rester évidemment très prudent, planifié de longue date. Il y a quand même quelque chose qui est troublant, et on en parlait dans le journal de 8 heures, c'est le scénario, c'est-à-dire qu'on s'en prend d'abord à un symbole de la liberté d'expression et ensuite à un symbole de la communauté juive, comme en France, Absolument. comme il y a un mois en France. Absolument, mais ça correspond, ou comme en Belgique précédemment, et ça correspond quand même à des modes opératoires qui sont revendiqués et incités, notamment par l'État islamique, dans les vidéos qui depuis cet automne défilent sur les réseaux sociaux de la part de l'État islamique. On a ce type d'incitation. Ça correspond parfaitement. Le mode opératoire correspond parfaitement à ce qui est demandé. C'est pas forcément planifié par l'État islamique, parce qu'il n'y a pas de grosse planification à avoir pour ce type d'action. Simplement, c'est une incitation à passer à l'action avec ce label. Et effectivement, ça rejoint le mode opératoire qu'on a connu par ailleurs. On a le sentiment également ce matin d'une sorte de harcèlement. L'Europe harcelée par des terroristes qui reviennent comme ça à la charge. Il faut s'y habituer. Là encore, c'est tout sauf une surprise, malheureusement. C'est régulier. Ça a touché d'ailleurs au-delà de l'Europe. Rappelez-vous le Canada au mois d'octobre, où la surprise avait été un peu la même. Canada, Danemark, on se dit c'est des sociétés libérales, tolérantes. Pacifiées. Oui, voilà, et pas véritablement soumises à des tensions communautaires fortes. Eh bien voilà, le réveil est parfois douloureux. Et malheureusement, oui, il faut un certain degré de fatalisme par rapport à ces affaires. On en a connu, on en connaîtra encore, malheureusement. Il faut tout faire, évidemment, pour resserrer les mailles du filet et ne pas être pris par surprise, mais encore une fois, c'est très difficile à contrer sur l'ensemble du territoire européen. Je rappelle quand même qu'un pays comme le Danemark, 5 millions d'habitants, on estime à plus d'une centaine le nombre de djihadistes, et c'est d'ailleurs au Danemark qu'un des premiers programmes de déradicalisation pour ceux qui reviennent avait été mis en place. C'était un programme assez soft par rapport à un programme peut-être plus dur qui est mis en Grande-Bretagne, mais ça prouve bien que les Danois étaient conscients du problème depuis de nombreux mois. Alors vous dites un pays de 5 millions d'habitants, quand on entend ça, on se dit que forcément la lutte ne peut pas se faire contre ce terrorisme tout seul. Le Danemark tout seul, 5 millions et demi d'habitants, ne peut pas lutter tout seul, ça doit se faire au niveau européen. Bien sûr, mais la coopération existe déjà beaucoup, c'est ce que je répète, c'est pas parce qu'elle n'est pas visible et sur la place publique, j'allais dire par définition, les services de renseignement font un travail discret, voire secret. Le Danemark est extrêmement proche des services britanniques, donc coopère très bien avec les Britanniques, y compris d'ailleurs sur le plan militaire. Et le Danemark fait partie de ces pays européens très sensibilisés à ces questions. Donc la coopération existe, elle est très forte. Maintenant, on peut encore l'améliorer, évidemment. On peut toujours faire mieux et on peut se doter de quelques instruments collectifs. Il y a ces fameux débats actuellement au niveau européen. Alors, on va rentrer dans le détail. Oui. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette lutte au niveau européen ? D'abord sur la détection, l'identification et le partage d'informations harmonisées, parce que la définition du terroriste n'est pas forcément la même partout. Il y a des pays où, tant que vous n'êtes pas mis en examen, vous n'êtes pas sur les écrans radars, j'allais dire. Donc il faut harmoniser tout cela. Il y a le fameux débat que nous portons, mon groupe politique en ce moment au Parlement européen, qui est le Passenger Name Record, cette fameuse, ces fiches des passagers aériens. De passagers, oui. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. On a toujours des réticences à la fois techniques et idéologiques d'un certain nombre de groupes politiques de gauche. Donc ça ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions et que Bernard Cazeneuve lui-même le souhaiterait. Vous savez que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis il y a 2 jours à Bruxelles. Ils ont adopté un plan de route assez ambitieux sur les mesures qui peuvent être prises à l'échelon européen. Il faut maintenant vite les mettre en œuvre. Un mot de la France, une nouvelle loi, un projet de loi est en préparation. Il devrait être présenté dans les semaines qui viennent avec, parmi les mesures, un renforcement des capacités humaines des services de renseignement français. Elle est là la solution également ? C'est une des parties de la solution. Moi, je ne suis pas forcément favorable à une inflation législative. On a déjà beaucoup d'instruments et de textes à notre disposition. Il faut mieux les appliquer et donner plus de moyens. Les moyens humains pour les services de renseignement, c'est évidemment une solution, sauf qu'il faut être conscient que ça prend du temps. C'est pas parce qu'on va vous recruter demain matin dans un service de renseignement que vous allez être opérationnel immédiatement pour faire ce travail antiterroriste, qui est un travail extrêmement minutieux et entre guillemets, j'allais dire subtil, parce qu'il y a toute une dimension culturelle, linguistique, de connaissance des réseaux qui ne s'acquiert évidemment pas du jour au lendemain. Donc c'est une solution, mais qui va mettre du temps à être très opérationnelle. Et je rappelle que vous-même, vous êtes un ancien des services de renseignement français, un ancien de la DGSE. Vous dites que ça doit se mettre en place rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire là, dans les jours, dans les semaines qui viennent ? Vous savez,
j'allais dire, tout est déjà largement en place, notamment depuis les attentats de Paris. Donc le travail, il est incessant et c'est un travail de l'ombre qui n'est pas forcément reconnu, il n'a pas forcément à l'être d'ailleurs. Les gens qui le font sont très professionnels. Encore une fois, le degré zéro de risque terroriste n'existe pas. Vous pouvez avoir les meilleures législations du monde, vous pouvez avoir les meilleurs services de renseignement et les nôtres sont assez bons. Vous n'échapperez pas à ce type d'action. Il faut tout faire pour en réduire la probabilité évidemment, mais le risque zéro n'existe pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Arnaud Danjean, je rappelle que vous êtes député européen UMP par ailleurs. Merci d'être venu Merci à vous. dans les studios d'Europe 1 ce matin. Europe 1, il est 8h30. Maxime Soutek est avec